Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Tout de suite, votre journal de l'Afrique. Et à l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous vous emmenons à San Severo en Italie. Là-bas, l'Église catholique se mobilise pour accompagner les sans-papiers dans leurs démarches administratives. Le conflit au Darfour au cœur d'un rapport publié ce mercredi par la FIDH, appuyé par plusieurs ONG. La Fédération des droits de l'homme appelle les autorités soudanaises à traduire en justice les responsables d'exactions. Et puis ces images des terres grignotées par le sel sur des dizaines de kilomètres. Voici le Siné Saloum, ce trésor confiné du Sénégal est désormais menacé par la montée du niveau de la mer. Vous verrez ce reportage à la fin de cette édition. Nous sommes le mercredi 18 décembre, une journée dédiée aux migrants. Ils sont originaires d'Afrique et d'ailleurs et tous espèrent une vie meilleure en Europe notamment. L'Italie, on le sait, est l'une des portes d'entrée vers le continent. Le pape François a d'ailleurs à plusieurs reprises plaidé pour plus de générosité à l'égard de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. Vous allez voir qu'à San Severo, dans les Pouilles, la paroisse se mobilise pour les soutenir et les accompagner. C'est un reportage de Natalia Mendoza et Lorenza Prensa pour France 24. Depuis 2010, le père Andrea Pupilla prêche la bonne parole dans cette paroisse des Pouilles, dans l'extrême sud de la péninsule, une région marquée par l'exploitation des travailleurs migrants, des saisonniers agricoles sous-payés, originaires du continent africain. Pour lutter contre ce fléau, le diocèse local a lancé une initiative afin de les assister dans leurs démarches administratives. Pour le père Andrea, il s'agit d'un devoir de l'Église catholique. L'Évangile dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». C'est assez simple à comprendre. Christ est venu pour les plus fragiles, pour les plus pauvres. Et nous sommes le prolongement de la mission du Christ. Une fois par semaine, le diocèse a donc ouvert une permanence pour ces migrants. En remplissant un formulaire, il dispose d'une adresse de domiciliation à la paroisse. Un précieux sésame pour les aider à régulariser leur situation. On ne peut pas vivre dans un pays sans papier, sans assurance maladie. C'est difficile pour nous de vivre comme ça en Europe. Les étrangers sans domicile fixe ne peuvent pas accéder aux services publics fondamentaux. Ils travaillent, mais pour différents motifs, n'ont pas les papiers en règle. Grâce au domicile administratif, ils ont la possibilité de demander à la mairie une pièce d'identité et un certificat de résidence en Italie. Pour la commune, c'est une façon de lutter contre le travail au noir. Avec les papiers d'identité, les ouvriers agricoles peuvent ouvrir un compte courant dans une banque ou à la poste. Et comme ça, ils peuvent être payés en bonne et due forme. C'est aussi un moyen pour combattre l'exploitation de ces personnes par un système agricole mafieux. Pour l'instant, 3 paroisses participent au projet. Mais d'ores et déjà, d'autres communes de la zone ont manifesté leur volonté d'adhérer à l'accord. Ce protocole est le premier accord formel entre une mairie et un diocèse permettant la régularisation des travailleurs agricoles. Une initiative fortement voulue par le pape François. On en vient à ce rapport publié aujourd'hui par la Fédération internationale des droits de l'homme. La FIDH et plusieurs ONG reviennent sur les crimes commis au Darfour depuis 2002. Ce chiffre, 300 000 personnes ont été tuées dans ce conflit. Les déplacés se comptent aussi par millions. Les autorités nationales sont appelées à traduire en justice les responsables de ces exactions. Bastien Renouille est à Nairobi. Depuis le début de la guerre au Darfour en 2003, il y a eu près de 300 000 morts et plus de 3 millions de déplacés. Mais selon les auteurs de ce rapport, la Fédération internationale des droits de l'homme et les organisations de défense des droits de l'homme soudanaises, la situation au Darfour s'améliore en ce moment même. Les violations existent toujours, mais les chiffres ne sont pas aussi énormes qu'auparavant. Il y a actuellement une sorte de processus de paix entre les différents groupes au Darfour et le gouvernement soudanais, ce qui apaise un peu la situation. Pour que la paix puisse s'installer dans cette région du Soudan, il faudra que les responsables des massacres soient jugés. Omar el-Béchir, l'ancien président du Soudan, est accusé de génocide par la Cour pénale internationale. Et certains groupes rebelles qui combattaient l'armée gouvernementale sont aussi accusés d'avoir commis des massacres. Le processus judiciaire s'annonce compliqué selon les organisations de défense des droits de l'homme.
Le système juridique n'est pas habitué à ce type de crime. La législation n'est pas très claire non plus sur les procédures. Donc, nous envisageons de proposer non pas une haute cour, car cela demande des ressources, mais nous avons besoin du soutien de la communauté internationale et de l'Union africaine pour soutenir le système judiciaire au Soudan, pour qu'il puisse gérer ce genre de cas. Autre difficulté, de hauts responsables de l'armée qui sont soupçonnés d'avoir participé à ces massacres sont désormais membres du gouvernement de transition. Cela pourrait compliquer le processus judiciaire. L'opposition ivoirienne maintient son meeting de samedi à Abidjan. Il se tiendra en revanche à Port-Bouët, puisque le maire de Yopougon a interdit tout rassemblement dans sa commune. Il invoque des raisons sécuritaires dans le cadre de la visite du président français Emmanuel Macron. La correspondance de Thaïs Brook sur place. Tout était pourtant fin prêt pour le grand meeting de l'opposition. Des dizaines de milliers de militants devaient se rassembler ce samedi dans la commune de Yopougon. Des militants du FPI et du PDCI, mais le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, qui est aussi d'ailleurs ministre du gouvernement RHDP actuel, a décidé de publier un arrêté interdisant toute manifestation jusqu'au 5 janvier prochain. Alors du côté du FPI, de Laurent Gbagbo, et du PDCI d'Henri Konan Bédié, eh bien, on dénonce une décision politique, mais on décide aussi de jouer l'apaisement. Pour éviter les violences, les échauffourées, nous avons décidé calmement de localiser notre activité dans une autre commune où le maire, lui, a accepté de nous donner l'autorisation. Sauf retournement de situation de dernière minute, le grand meeting de l'opposition devrait donc bien avoir lieu, mais cette fois-ci dans la commune de Port-Bouët. Elle est toujours située à Abidjan. Selon certaines sources sécuritaires, la décision du maire de Yopougon était aussi motivée par la visite d'État d'Emmanuel Macron, qui va venir du 20 au 22 décembre ici en Côte d'Ivoire. Et les forces de l'ordre auraient eu du mal à sécuriser à la fois le grand meeting de l'opposition et à la fois la visite d'État d'Emmanuel Macron. Reste que le même problème reste posé si le meeting a bien lieu à Port-Bouët. Affaire à suivre donc. Et direction maintenant le delta du Siné Saloum au Sénégal. L'immense parc national héberge quelques 76 000 hectares de mangroves. Mais au fil du temps, la végétation disparaît sous l'effet d'une eau de plus en plus salée. La mer ne cesse de monter et de s'engouffrer dans les terres. Illustration de ce phénomène avec ce reportage signé Marc de Chalvant. C'est un phénomène qui touche bien des endroits dans le monde, particulièrement grave ici dans le Siné Saloum au Sénégal. Des terres grignotées par le sel sur des centaines de mètres. La nappe salée monte de plus en plus haut, une fois que c'est complètement salé, mais même les arbres meurent, les arbres ne tiennent pas. Quand on était tout petit, vous ne voyez pas ça ici. C'est la mer qui monte. Oui, c'est la mer qui monte. Comment en est-on arrivé à ce spectacle de désolation qui ne cesse de gagner du terrain? Un homme, un Français, défenseur de l'environnement, a monté une association pour aider les habitants à lutter contre le sel. Donc il faut qu'on inverse la tendance. À l'aube, le réveil des oiseaux. C'est aussi pour ce spectacle que Jean Gup s'est installé dans le Siné Saloum, il y a une vingtaine d'années. Les crêtes des récifs, en pagaille. C'est un endroit où il y a une biodiversité extraordinaire. Et dans ce même delta, on est dans des zones mortes. Quand on remonte à peut-être 50-60 km d'ici. Le Siné Saloum, un trésor du Sénégal. 76 000 hectares de mangroves, un parc national protégé. Ça foisonne de vie. Mais à mesure que l'on s'enfonce dans le delta, les palétuviers, l'arbre de la mangrove, se font de plus en plus rares. Et là, on arrive à un endroit où il n'y a presque plus de vie. On voit bien la couche salée derrière, le blanc, là, le sel. Ici, l'eau douce a disparu ou presque à cause de la sécheresse. Avec l'évaporation, il ne reste plus que le sel de la mer. Chaque année, on a moins de pluie, donc les nappes de surface d'eau douce, il y en a de moins en moins. Puis maintenant, la montée du niveau de la mer. Et donc ces deux phénomènes-là, combinés, font qu'aujourd'hui, le delta est de plus en plus salé. À mesure que la mer monte, elle contamine progressivement les terres environnantes. Dans le fond du delta, le phénomène prend des proportions particulièrement inquiétantes et touche jusqu'à 30% des terres cultivables, avec des conséquences désastreuses pour les paysans.
à l'image de Biram Mning et de son frère Mamadou, qui ont perdu ces 6 hectares de champs. Du mil, maïs, sorgho, arachide, on récoltait beaucoup de choses, il n'y a plus rien. Les 2 frères essayent bien de cultiver cette parcelle, cette année avec du melon, mais elle ne donne rien depuis 2012. Quant à la suite d'inondations, la mer est venue jusqu'ici. Dans les villes, les gens ne savent pas ce qu'endurent les paysans. Mais on est fatigué, trop fatigué. Les 2 hommes ont perdu cette source de revenus et ne peuvent plus payer les études de leurs frères. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Dans beaucoup de villages autour du delta, les nappes phréatiques se sont remplies d'eau de mer, comme ici, à Yerewago, où les 5 puits sont aujourd'hui hors d'usage. Trop salé, trop salé. Non, c'est pas buvable. Cette eau sert tout juste à abreuver le bétail. Le village s'est branché à un réseau d'eau voisin, mais il doit désormais payer pour en disposer. Alors Jean Guep adopte avec les villageois la seule solution qu'ils connaissent pour enrayer le phénomène. Tu t'occupes bien de ton bébé, hein? Je t'en offre un autre dont il faut prendre soin. Planter des arbres les plus résistants possibles au sel avant qu'il n'arrive et ne tue tout. C'est le meilleur moyen de ralentir sa progression et peut-être un jour de le faire reculer. Vous voyez, la nappe salée est en train de monter ici. Plus il y aura d'arbres, plus il y aura, le sol sera fixé, moins il y aura d'érosion, plus il y aura d'évaporation, plus il y aura de pluie. On doit planter et on doit avoir l'amour de ça. L'année dernière, 700 000 arbres ont ainsi été plantés, des centaines de milliers les années précédentes, avec l'espoir toujours d'inverser la tendance. Repousser le sel pour maintenir la vie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Florent Rodeau a le plaisir de vous retrouver. Avec les conseils de Brico Pro, le pro pour bricoler, jardiner, c'est vous. Vous et encore vous. Brico Pro, votre magasin bricolage, maison et jardin. Il y a des civils qui viennent se mettre à l'abri lorsque les combats deviennent compliqués.